La présentation suivante, ce sera Eva Grill de l'université Picardie-Jules Verne, donc qui va nous parler d'utilisation du lidar terrestre pour le microclimat. C'est à toi, Eva. Merci. Alors, je partage juste mon écran. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon. Ok. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Eva Grill et je travaille à l'UMR Edizan à Amiens en tant que doctorante et ingénieure de recherche. Et je travaille en particulier sur l'écologie forestière et sur le microclimat forestier. Et je vais vous expliquer un peu comment la technologie LIDAR peut nous aider dans le contexte de la modélisation du microclimat en forêt. Donc, hop. Pour commencer, vous le savez tous, mais la température, c'est un paramètre extrêmement important pour le vivant, à la fois dans le développement, le fonctionnement, mais également les cycles biogéochimiques dans des écosystèmes. Également pour la répartition des espèces, avec un rôle important de la température dans les niches écologiques. Donc, comme vous le montre un peu cette petite image faite pour expliquer ma thèse, eh bien, il y a souvent une température trop chaude ou trop froide pour les êtres vivants, avec aussi un optimum dans lequel ils se développent de manière idéale. Donc la température, c'est un paramètre très important et d'autant plus important à l'heure du changement climatique, où on se préoccupe de comment l'augmentation des températures va impacter la répartition notamment des espèces. On a un problème face à ça, c'est que les stations météo qui nous servent en fait à avoir des grilles de température à large échelle, elles sont systématiquement placées en dehors de la forêt pour standardiser les choses justement. Et du coup, les modèles utilisés par les écologues pour prévoir l'effet des changements climatiques sur la biodiversité, ils sont souvent calibrés sur ces données-là et avec également une faible précision de résolution spatiale. En général, 1 km pour les plus précises, mais souvent c'est 4 à 9 km de large. Or, il peut se passer beaucoup de choses dans 1 km. Donc c'est ce qu'on parle, on parle de microclimat pour définir les conditions locales du climat, donc à la fois la température, mais également l'humidité, le vent, etc., dont je parlerai moins ici, auxquels les organismes et écosystèmes sont exposés. Et ce sont des conditions climatiques qui peuvent varier largement, en fait, en quelques mètres, voire millimètres. Et ce microclimat, on va l'opposer à ce qu'on appelle le macroclimat. Ici, ça va être du climat qui s'appuie sur le standard des stations météo, et souvent à plus large échelle. Donc en forêt en particulier, ce microclimat va largement varier par rapport au standard des stations météo. En moyenne, la température maximale est réduite de 4 degrés sous un couvert forestier à l'échelle mondiale et la température minimale, ça c'est un peu moins connu, elle est relevée de environ en moyenne 1 degré, mais ça peut être beaucoup plus, en particulier la nuit. Donc c'est ce qu'on appelle le pouvoir tampon de la forêt, une réduction finalement des extrêmes, et qui est due à l'ombrage de la canopée, à sa transpiration, mais également par l'atténuation du vent des branches et la nuit, un effet un peu couverture, où on va ralentir le retour des infrarouges à l'atmosphère, qui va faire un effet en fait réchauffant de la forêt. Et tous ces phénomènes vont causer des différences de température entre la forêt et son extérieur, qui peuvent aller jusqu'à largement 15 degrés dans des cas un peu plus extrêmes. Donc la microclimatologie, c'est une science qui est vraiment ancienne. Pour exemple ici, même s'il peut y avoir sans doute des références antérieures, un mémoire qui date de 1865 sur l'influence climatérique des forêts. Mais c'est de nos jours devenu un sujet très à la mode parce que en fait, le changement climatique donne une nouvelle attention en fait, pour ce sujet de la température. Et notamment, on se demande si les données finalement hors forêt macroclimatiques suffisent à bien représenter les choses et ce qui se passe en forêt, là où vit la majorité de la biodiversité à l'échelle mondiale, en tout cas pour la biodiversité terrestre. Et en particulier, certaines études récentes laissent à penser que l'effet tampon de la forêt pourrait laisser davantage de temps aux plantes du sous-bois de s'adapter au réchauffement. Et ont montré en fait un effet même refroidissant au cours de ces dernières années dans les cas où on a densifié le couvert, qui s'opposerait donc au réchauffement climatique. Dans ce sens, la sylviculture représente un énorme levier d'action, puisque l'effet tampon de la forêt n'est pas constant en forêt, il dépend largement de la structure forestière. Donc, comment est-ce qu'on quantifie, nous, l'effet microclimatique? Je vais vous montrer un peu rapidement une métrique qu'on a développée pour quantifier cet effet microclimatique, donc, qui est publié récemment dans Methods in Ecology and Evolution. Donc, si vous regardez ici ce petit schéma donc, de l'évolution de la température au cours des jours,
eh bien, on peut voir que la température dans la forêt, elle va être donc souvent tamponnée. C'est le schéma en vert ici. On a un écrétage de température et il fait en gros plus chaud la nuit et plus froid le jour. Mais il est également possible que la température microclimatique soit amplifiée, donc plus chaud la journée et plus froid la nuit. Donc, comment est-ce qu'on va traduire ça? Très souvent, donc, les gens vont regarder la différence entre ces deux courbes, mais comme vous pouvez le voir, cette différence, elle va s'inverser au cours du jour et de la nuit, et elle va être très instable au cours de la journée. Nous, au contraire, on regarde la relation linéaire en fait entre microclimat et macroclimat. Donc, on regarde la pente de la régression linéaire entre les deux. Donc, dans le cas d'un effet tampon, la pente est inférieure à 1, et elle va être supérieure à 1 dans le cas d'un effet amplificateur. Donc, puisque, comme vous pouvez le voir, pour une pente inférieure à 1, les températures chaudes sont moins chaudes en forêt et les températures froides sont moins froides. En particulier, on utilise comme index, comme indice vraiment de réponse pour quantifier cet effet microclimatique, on utilise le log de cette pente. Donc comme le log de 1, c'est 0, ça montre que si on a un log de la pente de 0, c'est qu'on a un complet couplage, en fait, la température microclimatique est égale à la macroclimatique. S'il est inférieur à 0, c'est qu'on a un tampon, et s'il est supérieur à 0, c'est qu'on a une amplification. Donc on a utilisé cette méthode déjà le LIDAR pour en fait prédire le microclimat qu'il fait en forêt. Donc on a cartographié le microclimat dans toute la forêt de Blois. Je ne vais pas trop m'attarder sur ces résultats, mais je vous les présente rapidement parce que je me disais que ça pouvait vous intéresser. Donc c'est tout récemment publié dans Remote Sensing of Environment. Donc on a utilisé 3 métriques qui sont issues du LIDAR aéroporté. On a utilisé la hauteur maximale, en particulier en transformant par le log. On a utilisé le Plant Area Index, qui est souvent employé et qui quantifie la surface de végétation par surface, et également le Vertical Complexity Index, donc qui est une métrique qui va quantifier la complexité verticale du couvert grâce à un profil de PAD qui a été évoqué plus tôt par d'autres présentateurs. Et on a utilisé donc des mesures sur le terrain en fait pour calibrer notre modèle de température. Et tout ça nous a permis, via un modèle linéaire assez simple, mais assez performant, comme vous pouvez le voir avec un OR carré, de cartographier l'effet tampon ou amplificateur de la canopée sur toute la forêt de Blois. Et comme vous pouvez le voir, en fait, même si en fait amplifié, et c'est en particulier le cas des régénérations, parce qu'il y a beaucoup d'un. Et Eva, Oui. je suggère que tu coupes ta caméra parce que je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, il y a des coupures dans ton Bien sûr, élocution, donc ça faciliterait peut-être les choses. tout à fait. Est-ce que vous m'entendez mieux? Pour l'instant, ça a l'air d'aller mieux, oui. Ok. Bon, j'espère que vous avez quand même à peu près saisi. Et sinon, n'hésitez pas dans les questions à ce que je reprenne certaines parties. Donc voilà, tout ça pour dire que le LIDAR nous a permis en fait de vraiment, de manière performante, prédire le microclimat grâce au fait que, contrairement à d'autres métriques de télédétection, il permet une représentation en 3 dimensions du couvert et donc d'aller pénétrer le couvert en fait et avoir notamment une représentation de la complexité verticale en allant jusqu'au sous-étage, contrairement par exemple à de l'optique. Et donc, plus particulièrement, je vais vous présenter ici un projet qui est financé par la région Hauts-de-France, dans le cadre duquel je suis embauchée en tant qu'ingénieure de recherche et qui est dirigé par Jonathan Lenoir. Donc, c'est un programme qui nous a permis d'acquérir pour le laboratoire un lidar terrestre que vous voyez ici. Et également, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça peut peut-être vous intéresser, on a bénéficié d'un soutien de une action COST, donc européenne, de collaboration 3D for Ecotech, qui finance notamment voilà, la venue de personnes étrangères pour nous épauler sur le projet, comme ici Jonathan Terchansky, qui nous a largement aidé sur l'acquisition et le traitement des données. Donc on s'est focalisé sur donc, la région Hauts-de-France, et ici vous voyez une répartition de 17 placettes d'un observatoire régional des écosystèmes forestiers, qui est géré par le CNPF, le Centre national de la propriété forestière. Et on a acquis avec eux des données de LIDAR sur toutes ces placettes, donc qui sont dans des forêts privées à travers la région, qui représentent en fait un peu la diversité des peuplements qui existent dans la région. Donc ici, vous avez des exemples issus de nos scans, puisqu'ils prennent également des photos. Donc en gros, on a différentes essences. C'est uniquement des peuplements feuillus dans la région qui sont vraiment typiques. Mais vous voyez qu'on a des zones plutôt de taillis, des zones de futaies avec ou sans sous-étage.
également des zones, une plantation assez ouverte et une zone avec pas mal de relief. Donc on a mesuré la température microclimatique sur ces zones depuis quelques années. Et on a mesuré la température horaire avec des capteurs Hobo qui ont été placés dans l'air à 1 mètre de haut et dans le sol à 8 cm. Ici, on s'est focalisé pour l'instant uniquement sur l'air. Ces données qui ont été fournies également au réseau SoilTemp. Si vous avez des données microclimatiques, n'hésitez pas à collaborer et à fournir vos données à ce réseau international. Ensuite, on a calculé cet effet tampon du couvert avec la méthode que je vous ai présentée avant, en se focalisant sur une période où on avait un maximum de recouvrement de données sur toutes nos placettes, donc la période de juin à septembre 2022. Et comme référence, puisque donc il nous faut le microclimat, mais également le macroclimat, on a utilisé la base de données ERA5. C'est une base de données internationale qui permet d'avoir la température horaire macroclimatique depuis pas mal d'années. Donc on a récupéré sur cette même période cette donnée de référence. Et ensuite, on a calculé, en faisant des régressions linéaires, la pente dans les différentes placettes de la relation. Donc c'est assez préliminaire ce que je vous présente là parce qu'on n'est pas encore allé très loin, mais je vous montre déjà quelques corrélations avec des variables dendrométriques ici terrain, donc en n'utilisant pas le lidar, puisque ce qui nous intéresse en fait, ça va être de faire le lien entre ces variables issues du terrain et ces variables lidar pour la modélisation du microclimat. Donc en particulier ici, si vous regardez les corrélations, le log slope, c'est la métrique microclimatique qui nous intéresse, et on voit qu'elle est étonnamment peu corrélée avec la hauteur, le diamètre moyen ou la surface terrière. Par contre, elle est bien corrélée avec la canopy cover, donc le recouvrement de la canopée en pourcentage, qui ici a été modélisé, a été calculé sur le terrain, enfin mesuré sur le terrain, avec un densiomètre. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un petit miroir en fait qui permet de regarder au-dessus de soi et de compter les cases occupées par la végétation par rapport aux cases non occupées par la végétation. Donc, si on regarde les relations linéaires avec ces paramètres-là, et donc qui sont issus d'inventaires dendrométriques, en effet, on voit que la canopy cover semble avoir un fort effet sur l'effet tampon. Donc, comme l'effet tampon devient plus faible, donc plus négatif, Eva, là, on t'entend plus du tout. oui, donc l'effet tampon devient plus... Ils m'entendent plus. Tu peux reprendre quand tu commentes les courbes là? Oui. Vous m'entendez là ou pas? Moi, je t'entends bien. Ah. J'espère que vous n'avez pas trop manqué. Est-ce que mais je reprends juste là-dessus? Reprends juste au niveau des figures, là, du commentaire des figures sur le canopy cover. D'accord. Donc, ces quatre paramètres, la surface terrière, la hauteur dominante, le diamètre moyen et la canopy cover, on les a reliés à l'effet tampon. Et dans notre échantillonnage, il se trouve que la hauteur, la surface terrière et le diamètre ne sont que peu corrélés finalement à l'effet tampon. Par contre, la surface de canopée, donc le recouvrement de la canopée en pourcentage, semble être un bon prédicteur du microclimat, avec un modèle linéaire qui donne un R carré de 51% pour ce seul paramètre. Et les autres paramètres n'ajoutent rien. Donc, ce n'est pas encore un très très bon modèle par rapport à ce qu'on avait pu avoir avec le lidar, par exemple, aéroporté. Donc, on espère avec le lidar terrestre avoir un meilleur pouvoir explicatif et pouvoir regarder quel est l'apport finalement du lidar face à ces données plus simples de terrain. Donc, on a acquis des données lidar terrestre sur chacune de ces placettes en utilisant 8 scans par placette. Donc, ici au centre, vous avez l'arbre qui porte le capteur central dans chaque placette, et on a utilisé également des sphères de référence pour pouvoir recaler les scans les uns par rapport aux autres. Vous me suivez toujours bien? Oui, ça va. Ok. Bon. Également, donc, on a fait des traitements, on a utilisé j'ai pas dit, oui, c'est vrai, ce lidar terrestre, c'est un Trimble GeoX7. Donc, on a utilisé le logiciel propriétaire pour les pré-traitements, notamment le recalage grâce aux sphères de référence, la notation, segmenter le nuage de points pour enlever justement ces sphères de référence qui ne font pas vraiment partie de la forêt, définir un système de coordonnées relatif en partant du capteur central, géoréférencé et exporté pour traitement par la suite sur R. Donc là, c'est un exemple de à quoi ressemble notre nuage de points. Vous voyez qu'il est colorisé grâce à des photos qui sont également prises sur chaque point, ce qui nous
a aidé notamment dans la segmentation, mais pourra peut-être être utile par la suite et également pour de la segmentation, selon les algorithmes utilisés. Donc, on est ensuite passé sur R pour les traitements, avec des codes qui sont disponibles sur GitHub par Jonathan Terchansky, mais encore pas finalisés. Donc, on a calculé des modèles numériques de surface en utilisant un algorithme Clough algorithm, donc comme un tissu modélisé qui tombe sur le nuage de poids renversé. Pour avoir donc les modèles numériques de surface, on a également les modèles numériques de hauteur de canopée grâce au package LIDAR présenté. Et On ne t'entend plus, Eva. Billet. Donc, le planter index, c'était, comme je vous disais, la surface de végétation par surface, et qui est un paramètre très souvent utilisé et qui a déjà été relié au microclimat. Ici, on a utilisé une voxelisation, mais qui est très naïve, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas du tout en compte l'occlusion. Et contrairement à ce qui a été mentionné avant, dans le Qtree, par exemple, ici, cette méthode, elle met tout simplement, elle compte pour un voxel dès qu'il y a un point qui a été observé dans le voxel, sans prendre en compte l'occlusion. La raison pour laquelle on n'a pas fait, par exemple, de traitement sur AMAPVox ou peut-être Qtree ou autre, c'est qu'ici, nous, on n'a pas utilisé ce qui est plus classique en foresterie, c'est un Riggle. Et à notre connaissance, c'était pas évident avec notre modèle de Trimble GeoX7, on n'avait pas de fichier en fait de trajectoire. Donc après, je suis preneuse de vos conseils si vous avez des possibilités sur comment faire pour tout de même traiter l'occlusion. Sachant qu'on a la position de nos différents... On peut exporter la position de nos différents scans, mais on n'a pas de fichier de trajectoire. Également, les premiers résultats, puisqu'on a fait ça sur seulement 3 placettes, ils donnent des PAI très forts, qui sont assez surprenants, donc je pense que ce serait bien de comparer à d'autres méthodes. On a également utilisé le package FortTLS, on a commencé en tout cas aussi, puisque ça prend beaucoup de temps de traitement, qui permet en fait de récupérer des données typiques aussi d'inventaire dendrométrique, telles que la surface terrière, le diamètre moyen, la biomasse et la hauteur dominante, une partie des choses qu'on a également sur le terrain, donc ce serait très intéressant de le comparer. Mais comme c'est une segmentation, ça demande pas mal de temps de calcul. Et pour l'instant, voilà, on n'a pas encore complètement finalisé ces métriques, donc je ne présente pas encore les résultats. Mais ça nous intéresse beaucoup de le comparer à nos variables. Donc les perspectives, ça va être de calculer ces métriques de structure sur l'ensemble de nos placettes, de les corréler avec des variables de terrain équivalentes si possible, typiquement la surface terrière, etc. Et de réfléchir à l'inclusion d'autres métriques, notamment j'aimerais bien récupérer des métriques sur la complexité verticale, comme le Effective Number of Layers, le Vertical Complexity Index, mais à voir comment le récupérer, en particulier sachant qu'on travaille sous l'environnement. On t'a à nouveau perdu. Le microclimat. Eva, on t'entend plus. Vous m'entendez plus Non, il faudrait que tu reprennes la deuxième partie de ce transparent-là, parce qu'on s'arrêtait un peu à complexité verticale. D'accord. Vous m'entendez là ou pas? Là, ça va. Ok. Bah, je suis désolée pour ce mauvais son. Je peux reprendre du coup? Oui, vas-y. Vous m'entendez? Ok. Donc, je repars du coup complexité verticale. Voilà, nous, on sera intéressé par récupérer d'autres métriques en fait complémentaires, en particulier pour qualifier la structure verticale de la forêt, ce qui est quelque chose qui est vraiment l'intérêt finalement du LIDAR par rapport à d'autres métriques, et notamment pouvoir prendre en compte le sous-étage, qui est assez mal représenté dans les inventaires dendrométriques classiques. Et donc, la complexité verticale, typiquement le Effective Number of Layers ou le Vertical Complexity Index, pourrait être un large avantage par rapport au... Enfin, voilà, qui pourrait donner peut-être un pouvoir explicatif supplémentaire par rapport aux variables de terrain. Donc finalement, notre question finale, c'est quel va être l'apport du LIDAR terrestre par rapport aux simples variables de terrain. Est-ce qu'il y en a un déjà?
Parce que si finalement on montre qu'il y a peu d'impact et qu'on peut avoir un modèle pas si mal avec des variables de terrain, alors on peut aussi proposer aux gestionnaires forestiers un modèle plus simple qui ne leur demande pas forcément un équipement coûteux. Donc voilà, pour finir, voilà mes références. Merci beaucoup pour votre attention. Désolée pour les soucis de son. Et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller nous suivre sur Twitter ou sur le site microclimat.cnrs.fr où on explique un peu plus le projet, notamment sur le lidar aéroporté. Et si vous avez des idées, en parallèle des questions, je serai aussi preneuse pour quels outils on pourrait utiliser pour décrire la structure forestière en vue de modéliser le microclimat. Merci beaucoup. Merci Eva. Est-ce que vous avez des questions? Une question? Donc Monsieur Ingold. Vous n'avez pas mis votre micro, monsieur. Oui. Attends, c'est de ma faute. J'avais fait passer d'abord Olivier qui était en niveau 1 en premier, mais je passe aussi l'autre. Allez. Donc, le type de gestion forestière, est-ce que vous aviez dans vos exemples des forêts qui sont gérées en irrégulier? En irrégulier, est-ce qu'on a des parcelles vraiment en... Les indices, structures est-ce que qui sont... vous avez Oui. la surface foliaire? La surface foliaire, comme par exemple ce qui a été fait pour Je vous entends assez mal. irrégulière école, où ils ont mesuré avec la méthode Bijou. C'est coupé? Oui, je suis désolée, ça a coupé. Je ne sais pas si je suis la seule, mais je ne vous ai pas entendu. Vous avez parlé de surface foliaire et après ça... Donc, le type de surface foliaire par rapport à la surface au sol. C'était une méthode qui s'appelle Bijou, apparemment, et qui a été mesurée dans la forêt irrégulière école. Et on ne vous entend plus. Vous non plus, vous ne l'entendez pas? Non, on n'entend pas. Bah, je propose qu'on passe à la question d'Olivier oui. Et puis on reviendra après. Ou Monsieur Ingold. Voilà. Oui, d'accord. Est-ce que, Monsieur Ingold, vous pourriez donc poser votre question dans le chat, peut-être, parce que je n'arrive pas du tout à vous entendre. Je suis désolée. Vas-y, Olivier. Ok, est-ce qu'on m'entend, moi? Oui. Okay. Bah, c'était très intéressant, merci beaucoup, Eva. En fait, j'ai plein de questions, mais peut-être qu'on pourra interagir par la suite aussi. Mais déjà, il y a une chose que je me demandais sur ton analyse avec de l'ALS et des indices de complexité verticaux. En fait, je me demandais quelle est l'hypothèse par rapport au microclimat. Est-ce qu'on attend je suis pas sûr d'avoir tout bien, ou ça a coupé des fois, mais est-ce qu'on attend une relation positive avec de la complexité, avec des structures plus clusterisées ou l'inverse? C'est pas intuitif, je trouve, et je me demandais qu'est-ce qu'on attend en fait. Oui. Bah, par rapport à... Avec le microclimat, donc avec le tampon, quoi. La relation entre le tampon. Par rapport à ça, en fait, nos trois paramètres qui sont présentés ici, ils ont tous un effet négatif sur le log de la pente, c'est-à-dire un effet positif sur le tampon. Donc, en effet, quand on a une forêt plus haute, avec plus de surface foliaire verticalement, on a un effet beaucoup plus fort de tampon. Et ça peut s'expliquer par une analogie un peu d'isolant, puisque si on a un isolant avec beaucoup de couches bien réparties, en fait, on va avoir aussi un bon effet isolant de la forêt et de la végétation. Après, c'est pas évident, parce qu'on peut aussi dire que l'air est un bon isolant, donc si on avait une couche très très forte et après uniquement de l'air. Mais il se trouve en tout cas qu'on a trouvé une relation vraiment très claire du Vertical Complexity Index avec l'effet tampon, où on a vraiment, en fait, plus on a de complexité verticale, plus on a un fort effet tampon. On n'était pas allé prouver quelque chose d'un peu équivalent, on est les premiers à avoir utilisé cet index, mais de nombreuses personnes
personnes ont trouvé que dans les forêts plus anciennes et complexes verticalement, donc ça peut être vu par plusieurs index, on a toujours un effet tampon en moyenne plus fort qu'une forêt plus simple structurellement. D'accord, ouais. Mais ça dépend d'autres choses parce qu'évidemment, complexe mais très ouverte, forcément on va avoir un effet tampon moins qu'une forêt peut-être moins complexe mais plus dense. Donc c'est des on compte uniquement la complexité verticale toute seule, sinon on va manquer tout un pan de l'histoire. Ouais, bien sûr. Et une autre question ou remarque plutôt par rapport c'est bien du TLS, c'est pas du mobile que tu utilises? Oui. Du coup, je crois pouvoir dire, et peut-être que Grégoire, Vincent est aussi ici et pourra confirmer, mais tu n'as pas forcément besoin des trajectoires, mais de tes positions de scanner pour pour utiliser des approches de voxelisation. Il te faut tes positions et tes paramètres de scan qui vont te permettre d'utiliser justement, tu disais que tu avais utilisé des approches un peu simplifiées que tu as appelées naïves, mais je pense que tu peux utiliser les logiciels comme LVOX ou AmapVox et les modèles de lancer de rayons pourvu que tu aies les positions de tes scanners. En fait, il nous faudrait avoir, dans notre nuage de points, avoir pour chaque point l'équivalent, enfin, de quel scan il vient, entre guillemets. Ouais. J'imagine. Et ça, pour l'instant, nous, on n'a pas compris comment l'exporter via Trimble Reworks. C'est tes positions de scan que tu ne sais pas exporter. En fait, on a les positions des scans et on a le nuage de points, mais on n'a pas pour chaque... son origine. Pour chaque point, quelle est son origine exactement. Donc, je pense qu'il y a peut-être moyen de le faire, mais pour l'instant, on n'a pas trop compris. Mais voilà, si quelqu'un est partant et vous connaît un peu le problème, on serait très intéressé pour tenter la chose. Je sais qu'il existe aussi des matrices de transformation qu'on pourrait utiliser en alternatif, mais j'avoue que je ne sais pas encore. Je n'ai pas vraiment l'expérience là-dessus. Si quelqu'un est intéressé ou a déjà l'expérience, je suis très intéressée pour pouvoir essayer de faire quelque chose un peu plus poussé pour avoir des vraies métriques de PAI, quoi. D'accord. Et peut-être une dernière question, après je laisse la main. Et du coup, avec celle que tu as quand même réussi à quantifier de métriques, parce que tu l'as quand même fait, c'est ça? Mais uniquement sur 3 placettes, pas présenter les résultats. D'accord. Oui, ça prend très longtemps. Et du coup, est-ce que tu as essayé de modéliser le rayonnement ou la quantité de lumière qui arrive sur tes capteurs pour voir si tu avais des relations à une échelle aussi fine que ça, quoi? Bah non, pas encore. Ce serait intéressant. Il y a des choses qu'on pourrait faire en théorie, mais on ne sait pas exactement. Enfin, on est parti sur quelques packages, quelques fonctions, mais on n'est pas parti sur des modèles de rayonnement. Ce serait intéressant. D'accord. On n'a pour ton pas information, il y a des choses disponibles. Sur quoi, par exemple? Peut-être sur Computri, mais sur AmapVox, en tout cas, il y a à partir d'un espace voxel, on peut faire ce genre de choses, mais on pourra en rediscuter si tu veux. Je vais laisser la parole aux autres. Avec plaisir. Mais oui, sur AmapVox, je sais qu'il existe plein de choses et c'est juste qu'on n'a pas réussi à l'utiliser parce que, voilà, pour ces problèmes de compatibilité de données. Mais clairement, oui, ça serait une super opportunité. Merci beaucoup. Donc, merci à toi. Merci à tous les deux. Il y a encore une question de Charlie Tournier. Du coup, on a encore 3 questions, mais ça fait beaucoup pour le temps qui reste. Du coup, c'est pas une question, mais c'est juste pour parler du coup de l'assemblage, enfin le calcul du PAD et du PAI quand on assemble plusieurs scans. C'est ce que j'ai fait et que je vais présenter juste après. En fait, pour l'instant, c'est pas disponible dans la Mapbox. Moi, j'ai un code qui permet de faire ça, qui a été développé par Maxime Somma, l'unité Recover à INRAE. Du coup, si ça t'intéresse, on peut se contacter après. Carrément. Merci, oui. De rien. Avec plaisir. Et du coup, on a une question de Marcel Bariou encore. Et ce sera la dernière avant de passer à ton exposé, Charlie. Ok, merci pour votre exposé. Oui, j'ai juste une question de la complexité verticale. Ce que vous cherchez, c'est d'avoir la voxelisation de l'ensemble de votre structure forestière, c'est ça? Qu'est-ce que vous attendez exactement? En fait, c'est pas forcément... la voxelisation permet en fait... Pardon, j'entends un écho étrange. La voxelisation est très utile
pour bien prendre en compte l'occlusion et calculer certaines métriques qu'on ne pourrait pas calculer autrement. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la voxelisation, ça c'est la méthode, le moyen d'y parvenir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de décrire la structure de la forêt afin de modéliser. Donc, il y a plein de façons de le faire et on n'est pas obligé de passer toujours par la voxelisation, mais ça me permet d'estimer, par exemple, le Plant Area Index de façon fine ou le nombre, enfin voilà, le Vertical Complexity Index, il s'intéresse aussi à un profil vertical de PAD. Enfin, il utilise un profil de PAD également pour arriver à cette métrique. D'accord, entendu. Oui, je pensais qu'on pouvait y répondre, mais je ne pense pas. Voilà.